Vous avez, David, toujours plaidé pour une ZFE ambitieuse, un calendrier clair. Est-ce que vous pensez que les ZFE sont des leviers importants pour élargir l'usage de l'autopartage? Les zones à faible émission dont on entend pique-pendre dans le débat public, d'ailleurs parce qu'elles ont un certain nombre de limites, hein, il faut le dire, dans leur conception, dans la critérisation des véhicules, par exemple, qui pose un certain nombre de difficultés, et notamment de sentiments d'injustice d'une partie de nos concitoyens et concitoyennes. Il faut quand même le dire, aujourd'hui, on a des critères zéro sur des Porsche Cayenne et des critères 3 sur des Clio 2005. Et effectivement, quand vous avez une Clio 2005, vous ne pouvez pas vous acheter une Porsche Cayenne, et vous voyez que la Porsche Cayenne, elle peut accéder à Paris, en tout cas, ou à des grandes métropoles, et pas votre Clio. Donc évidemment, ça pose un certain nombre de questions. Par contre, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, ce qui est en train d'être fait. C'est que ces zones à faible émission, elles sont évidemment très importantes. Elles sont très importantes pour lutter contre les effets de la pollution de l'air. Et les populations urbaines sont les premières impactées par cette pollution de l'air. Et c'est souvent les plus pauvres. Je le dis sans doute à un parterre de gens qui sont parfaitement convaincus, mais ce qu'on dit notamment sur le périphérique, puisqu'on fait référence à Lyon, 500 000 personnes vivent et travaillent autour du périphérique, à peu près la ville de Lyon. Ça permet d'avoir une photographie, de se dire oh là là mon Dieu. Et ces gens sont les premiers exposés à des taux de pollution de l'air évidemment massifs qui rend malade et surtout qui tue. Parce qu'il faut quand même le dire, c'est quand même une épidémie parfaitement invisible. Donc la ZFE, elle est très importante. Elle est très importante aussi pour changer les comportements. Parce que ce qu'on voit, et ça c'est peu connu, c'est qu'aujourd'hui on se dit c'est pas contrôlé. C'est vrai, c'est très peu contrôlé la zone à faible émission à Paris, ou en tout cas sur la métropole du Grand Paris. Par contre, ce qu'on a vu, et les chiffres de l'agence de mobilité sont très clairs, c'est une modification des niveaux, des natures de motorisation. C'est-à-dire les gens, et quand ils le pouvaient, ils ont anticipé. Puisqu'on en parle souvent dans les médias, du coup, ils ont anticipé. Le nombre de critères 1, le critère 2 et de critère 0 a augmenté, alors même que nous ne contrôlons pas, ou très peu, cette zone à faible émission. Donc ça veut dire que ça fait partie aussi on parlait de portage politique, d'un portage politique vers des déplacements qui sont des déplacements décarbonés. Et l'autopartage, on va y revenir, je crois, sur la question de la communication, en tout cas de faire connaître l'autopartage, qui est aujourd'hui effectivement très très peu connu. Mais l'autopartage doit faire partie de ces modifications de comportement, et particulièrement, alors c'est vrai, en zone plus rurale, en tout cas moins dense, mais évidemment aussi en zone dense ou hyper dense, parce que à Paris, par exemple, 30% des gens seulement ont une voiture. Donc effectivement, pouvoir disposer d'une voiture en autopartage pour des usages très occasionnels, c'est extrêmement pertinent. Donc moi, je crois qu'il y a un marché, qu'il y a une demande, et qu'il faut effectivement la développer. Mais pour ça, il faut changer nos comportements. Il faut aller vers un usage qui est un usage plus sobre, plus modéré, plus responsable aussi de l'automobile. Et ça fait évidemment partie de ces solutions. Et la zone à faible émission, elle fait partie de ces leviers pour aller vers des changements de comportement. Merci. Bon, a priori, le Porsche Cayenne, il va payer son stationnement un peu plus cher d'ici quelques mois à Paris. Tout à fait. Voilà. Mais à Lyon aussi, j'ai noté. Monsieur Ollinger, plusieurs pistes d'amélioration, propositions ont été faites par les intervenants précédents. Quel est votre avis et qu'est-ce qui vous paraît pertinent sur ce qui a été proposé? Alors, je pense effectivement que le premier vraiment levier sur lequel il faut qu'on travaille collectivement tous ensemble, c'est la communication vers l'usager. Effectivement, il y a un déficit de connaissance de l'autopartage par l'usager. Il faut qu'on arrive à lancer une forme de campagne de communication autour de ce sujet-là. Évidemment, l'État peut y contribuer. Deuxièmement, il y a eu la question des aides financières. Alors, je voulais vous rassurer sur le fait que le fonds vert est toujours alimenté sur les questions d'autopartage. En 2024, on a 2 lignes qui sont toujours là sur les zones à faible émission et sur les mobilités rurales, qui permettent de financer à la fois du véhicule pour des services d'autopartage et de l'infrastructure. Donc on maintient l'effort là-dessus, malgré les contraintes budgétaires
qui n'a aujourd'hui aucun effet pour l'instant sur ces lignes. Et deuxièmement, sur les aspects réglementaires, donc j'ai entendu des verrous réglementaires notamment levés par la métropole de Lyon, et on est vraiment là pour les lever. Donc on est à l'écoute des questions posées. Concrètement, les mesures qui pourraient être prises dans la stratégie de développement des mobilités propres que j'évoquais tout à l'heure, ça peut être des mesures de nature réglementaire, voire même législative. Donc j'entends le sujet de la tarification sociale. J'imagine que c'est sans doute lié à une qualification du service comme un service public à caractère industriel et commercial. Donc la jurisprudence est un peu complexe, mais je ne sais pas. Il faudrait vraiment analyser le sujet. Il est possible que des choses soient faisables à droit constant, et s'il faut faire évoluer les choses, clairement, une tarification sociale, il faut faire en sorte que ce soit possible. Et sur le forfait mobilité durable également, il me semble que la prise en charge du coût d'abonnement peut déjà l'être dans le cas du forfait mobilité durable aujourd'hui, mais à disposition pour évoquer le sujet. Et tout au long de la journée, on est là pour écouter les verrous réglementaires que vous levez et pour les analyser, les traiter et tenter de les lever dans des évolutions réglementaires, voire législatives, même si vous savez que le gouvernement n'a pas la main sur le Parlement. C'est autre chose. Voilà. Merci. On va passer au troisième temps de notre table ronde. On va parler de communication. Ça a été évoqué par plusieurs d'entre vous comme un axe important pour développer l'autopartage. Monsieur Nury, vous avez développé votre service d'autopartage dans un milieu rural, auprès de populations plus âgées peut-être que la moyenne, avec peut-être parfois plus éloignées aussi du numérique. Comment vous jouez avec ces contradictions-là ? En fait, la communication, elle passe déjà par le développement de services sur les territoires. Parce qu'en fait, la communication, elle se fait quasiment toute seule. Moi, les véhicules, ils sont floqués de manière à ce que ça se voit. Donc, il n'échappe à personne quand il passe quelque part qu'on est sur du véhicule partagé, du véhicule à pas cher aussi. Je reviens là-dessus parce qu'on a parlé de tarifs sociaux. Moi, j'ai voulu que ce soit accessible à tous. Donc, c'est 8 € la journée, la voiture, chargée, assurée. Donc, si vous voulez, c'est quand même pour le coup pas cher du tout, et je m'y retrouve en termes de fonctionnement. Donc, ça veut dire qu'il faut développer le système. Ça veut dire, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des verrous aujourd'hui. La LOM, par exemple, fait qu'on ne peut pas développer partout l'autopartage sur les territoires. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la compétence, elle est remontée soit au niveau des intercommunalités, et si les intercommunalités ne l'ont pas prise, au niveau des régions. Et vous n'avez pas développé de l'autopartage dans des petites communes de 2000, 5000 habitants, à partir d'une région, ces régions immenses qui n'ont aucun sens, hormis la Normandie, et vous ne pouvez pas non plus le faire à l'échelle des intercos, qui sont devenus XXL depuis la ruralicide de la nôtre. Donc en fait, il faut que les communes qui veulent s'emparer de ces sujets, et qui sont les plus à même de le faire rapidement, puissent pouvoir engager de l'autopartage. Et donc là, c'est pour le coup un verrou qu'on peut faire sauter. Aujourd'hui, le seul moyen de le faire, c'est d'autopartager entre des véhicules mis à disposition de la population et la disposition des personnels communaux. Donc on est obligé, si vous voulez, de resquiller, de trouver des biais, ce qui est quand même complètement idiot. Après, vous nous dites qu'il y a des fonds verts. Moi, j'entends bien, mais enfin, je vois des coupes budgétaires qui sont en train d'être annoncées, qui vont encore s'amplifier. Et là aussi, l'accès au guichet, il est très difficile. Vous êtes la métropole de Lyon, vous êtes Paris, vous avez des armadas de fonctionnaires qui sont capables de répondre à des appels à projets. Quand vous êtes sur une petite commune de 1000, 2000 ou 5000 habitants, vous n'avez pas pléthore de fonctionnaires. Et donc aujourd'hui, c'est très difficile. Vous n'avez aucune assurance en plus d'avoir 30, 40 ou 50%. Il faudrait quelque chose de très clair, où on dit « je réponds et je suis sûr d'avoir 40%. » Et là, les maires iraient. Et ça serait ça la meilleure communication sur l'autopartage. Bon, j'ai l'impression que vous n'avez pas pléthore de fonctionnaires vu vos têtes à Lyon et à Paris. Il y en avait plus que l'un, c'est sûr. Monsieur Bagnon, vous parliez de 58 communes au sein de la métropole qui vont donc avoir accès à ces services publics. Comment on arrive à convaincre chacune des personnes des 58 communes, avec les diversités que vous avez sur la métropole, d'utiliser le service d'autopartage ?
c'est l'énorme enjeu, hein. C'est effectivement faire connaître ce service d'autopartage. Enfin, ça a été dit plusieurs fois. Il y a encore une confusion dans les esprits avec le covoiturage. Donc la question de la communication est essentielle et je pense qu'effectivement l'État devra prendre ses responsabilités avec une campagne nationale. Après, des journées comme celle d'aujourd'hui y contribuent et c'est pour ça qu'on s'est empressé d'accepter cette co-organisation. Ça permet de faire connaître. On a un village d'autopartage qui est organisé aujourd'hui. Voilà, donc un véritable enjeu. On a réalisé un film, premier film de la métropole de Lyon, justement pour promouvoir l'autopartage. Et ce qu'on a demandé également à la SPLM, hein, donc à ce nouveau service public de l'autopartage, c'est de nous concevoir un plan de conquête usager extrêmement ambitieux. Comme ça a été indiqué, on a fortement renforcé l'offre. Donc on a un taux d'usage à la voiture qui du coup est en baisse. Et l'objectif, c'est d'avoir des usagers, de multiplier l'usage et partout sur le territoire de la métropole de Lyon. Donc un gros sujet de notoriété, de communication. Après, l'autre enjeu sur la question de l'autopartage, comme sur d'autres mobilités, c'est vraiment de faire tester. Il y a encore un parcours utilisateur qui n'est pas extrêmement simple. Donc il faut aller vers les futurs utilisateurs, leur faire tester l'autopartage. Pour cela, on s'est doté en 2022 d'une agence des mobilités. Ça n'existait pas précédemment à la métropole de Lyon, donc bien sûr dans le cadre de la mise en place de la zone à faible émission, dans le cadre aussi des changements assez importants qu'on produit sur les voiries de la métropole, avec des changements d'habitude qui sont finalement assez rapides et qu'on avait besoin d'accompagner, mais cette agence des mobilités a vocation à faire connaître l'ensemble de ce bouquet de mobilités que nous développons, et notamment la question de l'autopartage. Et puis il faut souligner, ça a été dit tout à l'heure par le président, hein, qu'il y a cette offre découverte mobilité qui permet de tester différentes offres services de mobilité, bien sûr les transports en commun, mais l'autopartage avec 3 mois d'abonnement qui sont pris en charge par la collectivité, ainsi que les frais d'inscription. Et puis, il y a un crédit de 75 € qui est attribué à chacun des bénéficiaires. Voilà, donc c'est ouvert très largement et l'ensemble des habitants de la métropole de Lyon vont pouvoir s'en saisir parce que pareil, là on est dans notre actualité, ça démarre début avril. Après aussi un sujet de réduction de la complexité tarifaire. C'est encore un peu complexe à appréhender pour l'usager. Et puis, ça a été noté, une communication, là aussi, sur les coûts réels de la voiture. Il y a vraiment une sous-estimation de ces coûts par le possesseur d'une automobile. Et du coup, il a du mal à voir l'intérêt économique important à utiliser l'autopartage. La question du tarif social, mais j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Et puis, il y a la question de continuer à mailler le territoire. Plus on aura un service de proximité, un peu à l'image de ce qui a été réalisé sur le vélo en libre service avec l'offre Velov. On a un service extrêmement maillé, ce qui a contribué fortement au succès de ce service. Donc c'est un peu ce qu'on essaye de faire à la métropole de Lyon, de compléter ce maillage, à la fois pour faire connaître, effectivement, c'est assez autoportant, on a des voitures qui sont floquées, mais aussi c'est un véritable déclencheur d'usage, le fait de savoir qu'on a une station, on parle de l'autopartage en station, d'avoir une station à proximité, ça rassure aussi, ça incite à l'usage. Voilà, donc c'est l'ensemble des leviers qu'on identifie à la métropole de Lyon. Merci. David Béliard, vous êtes vice-président aussi d'Île-de-France Mobilité. Sans pouvoir. Sans pouvoir. Avec le pass mais on paye. Et cher. Il me semble qu'avec le pass Navigo, il y a 2 trajets de covoiturage qui sont offerts par jour, mais ça, personne ne le sait. La communication, c'est quand même compliqué. Est-ce que c'est déjà perdu d'avance pour l'autopartage ? Alors non, c'est pas perdu d'avance. Je note quand même que, puisque
Quand il y a une logique institutionnelle dans le portage, on peut faire plein de choses. Par exemple, sur les questions de tarification, sur les questions d'avoir un peu un package en fait de mobilité, et d'intégrer l'autopartage dans par exemple des offres de mobilité, mais ça pour le coup ça se fait au niveau de l'AOM et ici au niveau de la métropole. Nous c'est pas le cas, c'était la première question que tu me posais et qui effectivement montre à quel point nous avançons aujourd'hui dans un échelon institutionnel sur cette question-là qui n'est pas complètement adapté. Alors ça n'empêche pas qu'on peut faire des choses. Mais bon, je vais répéter un peu ce qui a été dit. Il faut faire connaître le service, notamment dans une ville comme Paris. Je le redis parce que à Paris, vous avez peut-être 35% des gens seulement qui ont une voiture individuelle. La démotorisation, elle est très forte et nous souhaitons continuer à le faire. Vous avez moitié moins de voitures qui circulent dans la capitale depuis 25 ans. C'est-à-dire qu'en fait, au début des années 2000, quand vous prenez une photo de Paris au début des années 2000, il y a une voiture sur deux qui a disparu. Donc c'est beaucoup. L'autopartage apparaît comme une solution pour aller à Ikea ou pour aller... parce que quand on a un besoin d'un usage de voiture qui est ponctuel, peu de Parisiens et de Parisiennes connaissent effectivement ce service. Donc nous, on souhaite faire deux choses. D'abord, faire une campagne de com. Voilà, c'est déjà un premier élément qui sera présenté dont les intentions et un peu le format sera présenté aux différents opérateurs dans les prochaines semaines, prochains mois. Bon, on y fait travailler 300 fonctionnaires. Et je plaisante. Non, je plaisante. Et du coup, ça c'est un premier élément très important, c'est de façon à ce que nous prenions aussi en charge la com institutionnelle pour faire connaître le service et notamment à partir des besoins. Et ces besoins, c'est l'usage ponctuel d'une voiture pour des gens qui n'en ont pas, comme moi. La deuxième chose, c'est l'espace public. Elles sont floquées. Les voitures et les places aussi et la visualisation des places des stations dans l'espace public doit être améliorée. On en est parfaitement conscient. Donc on souhaite avancer sur ce sujet. C'est toujours compliqué d'intervenir dans l'espace public des villes patrimoniales, tu le sais, Fabien, et particulièrement à Paris, puisque nous avons des gens qui pensent qu'il vaut mieux préserver la grammaire parisienne que combattre le dérèglement climatique. Mais bon, c'est un choix, chacun fait ses combats. Et la grammaire. Non, pas la grand-mère. Mais la grand-mère, on l'aime beaucoup et on essaye de lui trouver des solutions, comme par exemple l'autopartage. Et donc du coup, donc c'est toujours difficile d'intervenir dans l'espace public. Et puis, et ça c'est une difficulté que nous avons d'ailleurs avec les opérateurs, c'est que c'est difficile aussi de garantir les places. Il y a eu des problèmes de FPS, il y a des problèmes de garantie de la place disponible, notamment pour... moi, je suis un peu utilisateur de Communauto, par exemple, sans faire de publicité outrancière, mais c'est vrai que se retrouver sans avoir sa place disponible, c'est assez agaçant. Donc tout ça, en fait, pose un certain nombre de difficultés. Mais je crois qu'effectivement, un des premiers aussi axes de communication, c'est de mieux visualiser et de mieux faire connaître dans l'espace public là où se situent les stations, en réfléchissant évidemment à leur maillage, puisque, et là je te rejoins complètement, plus on a de stations en bas de chez soi, en tout cas dans un environnement proche, d'abord plus le service apparaît facile, pratique, accessible, et surtout, il est connu de facto. Et ça, c'est aussi un travail à mettre en place, sachant qu'une partie de notre offre se situe aujourd'hui, enfin des stations se situent aujourd'hui en souterrain. Merci. On arrive à la fin de la table ronde. Monsieur Ollinger, vous partez avec une liste de tâches et de travail pour les prochains mois. On a encore 10 minutes, un peu moins de 10 minutes pour prendre des questions avec la salle. Alors, il y a monsieur, on va essayer de faire la fermeture éclair. Madame, alors monsieur en rose devant, madame au 3e rang, allez-y.
Bonjour, merci beaucoup. Je suis Alexandre Joaville, je suis le directeur de Cities Occitanie, historiquement Toulouse, et qui se déploie dans tout le territoire. On opère à peu près 200 voitures. Et je voulais vous partager juste 2-3 remarques et poser une question. Donc, déjà, le choc de simplification, pas oublié, qui doit se faire sur le financement des opérateurs et des collectivités. Hein, soit les opérateurs arrivent à se financer, à innover sur les territoires qui incitent plutôt à l'innovation entrepreneuriale, soit les territoires qui veulent pouvoir être moteurs doivent aussi pouvoir se financer, mais c'est vraiment les deux volets. Et il ne faut pas oublier que chaque territoire a sa stratégie mobilité et qu'elle n'est pas toujours d'en faire un service public. Quand c'est le cas, il faut les financer. Quand ce n'est pas le cas, il faut aider les opérateurs à développer leurs services. Le choc pédagogique, évidemment, il faut aller vers les particuliers, mais il ne faut pas oublier les élus et les agents qui doivent eux aussi apprendre à comprendre l'autopartage. Et quand je parle d'agents des collectivités, ce n'est pas seulement des services de mobilité, il faut aller voir la voirie, il faut aller voir l'aménagement du territoire, il faut aller voir l'urbanisme, j'en oublie certainement, mais l'autopartage a des impacts absolument majeurs sur les territoires sur lesquels il s'installe. Ma question, elle va être essentiellement tournée vers l'autopartage 100% électrique et du coup, elle est en 2 points. La première, c'est vous dites que vos services sont à l'équilibre et en tant qu'opérateur, je suis un petit peu dubitatif. À 8 € la journée, comment on équilibre un service d'autopartage électrique en prenant tous les frais liés aux bornes, leur entretien, leur installation, tous les frais liés aux achats et au renouvellement des véhicules électriques, leur nettoyage, leur assurance, leur réparation, parce qu'on sait que l'autopartage est un service très sinistré. Je ne vais pas prendre l'actualité Ziti, mais bon, tout le monde a ça en tête. Donc, ma question c'est celle-là, est-ce qu'il est à comprendre que votre service d'autopartage 100% électrique est au même niveau de déficit que celui attendu pour tout service de mobilité durable? Les bus ont un coût pour la collectivité, les services de vélo ont un coût pour la collectivité, etc. Donc, est-ce que c'est ça que ça veut dire à l'équilibre? C'est-à-dire qu'on est dans les mêmes ordres d'idées que tout service de mobilité durable? Et le deuxième point, c'est quelles raisons poussent la ville de Paris à croire qu'il serait vertueux d'électrifier à 100% l'offre d'autopartage en son sein? Bon, merci. Merci. On va prendre la deuxième question et après on passera les micros. Bonjour, Valentine Lequet, je suis chef de projet mobilité pour la Tarentaise, donc territoire très dense, juste quelques semaines d'hiver et très peu dense la majeure partie du temps. Du coup, je voulais vous remercier, Monsieur Jérôme Nury, et du coup, c'était à peu près la même question et la même remarque. Mais je me demandais quand même, en effet, sur la communication auprès des usagers. Moi, je serais plus intéressée pour avoir des retours sur la communication auprès des élus. Comment vous avez amené le sujet dans un territoire, une commune rurale comme ça? Moi, ma commune, la plus grande, elle fait 7000 habitants et les autres, c'est plutôt 300. Et pourtant, je suis d'accord avec vous, c'est très, très pertinent comme offre sur un territoire comme le nôtre. Donc, comment amener ça auprès des élus et des acteurs qui seraient intéressés sur le territoire? Et en termes de campagne de communication, est-ce qu'on pourrait faire en effet une campagne de communication qui profite à tous et particulièrement autopartage en territoire peu dense? Je pense qu'on pourrait mutualiser. Ouais, je dis ça comme ça. Monsieur Nury, Monsieur Béliard. Ouais, ok. Merci. D'abord, sur les agents des collectivités, vous avez raison. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à partir de l'expérience sur ma commune, on a lancé de l'autopartage au niveau du conseil départemental de l'Orne, où on a 28 voitures que l'on partage avec les personnels et avec la population, sur 6 stations. Donc ça veut dire que les personnels des routes, les assistantes sociales, au lieu d'avoir un véhicule individuel, qui dort 95% du temps sur le parking, quand ils veulent un véhicule, ces personnels, il faut qu'ils rentrent sur la plateforme, ils ont un accès prioritaire, et le reste du temps, c'est la population qui peut y avoir accès. Et donc ça, c'est à peu près 1000 réservations qui se font chaque mois par cet intermédiaire-là. Donc vous voyez, ça marche plutôt pas mal, quoi. Alors on voudrait le développer un peu plus, parce que là aussi, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un maillage sur un territoire rural comme le nôtre. Après, sur les coûts, entendons-nous bien, je vous ai dit à l'équilibre, quand on met de côté l'investissement. Ce qui est déjà pas mal, parce qu'une collectivité, enfin moi personnellement, je suis très regardant sur le fonctionnement. L'investissement, j'ai envie de vous dire, on va chercher des aides,
On essaye un peu de bouger l'État. Le conseil départemental accompagne. Donc, il faut mettre ça de côté. Après, sur des territoires comme les nôtres, j'ai rien contre les fonctionnaires, je ne fais pas de fixette sur le sujet, mais je n'ai pas de fonctionnaires adossés au système. Puisque le système, il roule tout seul, si on peut dire. En fait. Donc, je n'ai pas de coût de personnel associé à cela. Chez nous, dans les territoires ruraux, alors, c'est peut-être un peu spécifique, mais les gens prennent soin du matériel. Ça veut dire que, contrairement à ce que je voyais avec Autolib, d'ailleurs à Paris, hein, mais moi, les voitures, les gens prennent soin. Parce qu'ils savent qu'avec leurs impôts, on les connaît, c'est en proximité, on a leur nom sur la plateforme, donc ils rendent les voitures plutôt en bon état. Et ils doivent les rendre nettoyées. Ce qu'ils font à peu près. Alors je ne vous dis pas, il y a toujours une exception ou deux, mais ça veut dire quand même que déjà là-dessus, on a peut-être moins de frais qu'en milieu urbain. Sur les réparations, l'avantage du véhicule électrique, c'est que vous n'avez quasiment pas d'entretien, hormis changer les pneus de temps en temps. Donc là aussi, le coût est infime. Quant à l'assurance, on a déjà des assurances flotte sur nos communes, donc c'est intégré dedans, ça ne coûte pas plus cher. Le sujet actuellement, c'est quoi? C'est l'électricité. Parce qu'en fait, depuis 2014, le prix de l'électricité a doublé. Dieu merci, on avait signé un contrat sur plusieurs années, ce qui fait qu'on a échappé à la hausse, on est en train de le renégocier. Donc peut-être qu'on va passer de 8 € à 10 € pour revenir justement à notre équilibre. Mais vous voyez qu'on arrive en fait, en gros, à amortir les choses. Et je pense que c'est un élément déterminant sur la mise en place de l'autopartage en milieu rural. Après, vous me disiez comment est-ce qu'on arrive à convaincre les élus dans la Tarentaise et ailleurs. En fait, les élus, ils n'ont pas tous l'âme d'écologistes, mais ils sont souvent économes. Donc moi, je leur ai toujours fait passer l'idée de l'autopartage en disant on va jouer sur à la fois le volet économique et sur le volet écologique. C'est-à-dire que les gens qui prennent une voiture électrique à 8 € par jour, ils font automatiquement des économies. Et donc, c'est aussi leur donner plus de pouvoir d'achat dans les territoires ruraux où la voiture, elle est indispensable. Autant à Paris et à Lyon, on peut se passer d'une voiture, je le comprends. Mais moi, dans mon territoire, pour aller bosser, pour amener les enfants à l'école, pour aller faire quelques loisirs, il faut une voiture. Et quand je leur propose à 8 €, ils font des économies. Donc, ils ont tendance à la prendre même pour aller au boulot chaque jour, à la limite. Donc, c'est là-dessus qu'il faut jouer. Et c'est là-dessus que la communication se fait. Puis après, vous savez, le bouche à oreille, c'est ce qui fonctionne le mieux. Chez nous, c'est ce qui fonctionne. Et quand les gens se disent, j'ai un bon véhicule, un beau véhicule, parce que ça aussi c'est important, il ne faut pas leur mettre du véhicule électrique bas de gamme. Il faut mettre un véhicule électrique un peu sympa, qui fait envie à conduire. Et là, je peux vous dire qu'ils viennent tout seuls sur le système. On en revient au Porsche Cayenne de David. Exactement. Des Porsche Cayenne pour tout le monde. Vous vouliez Voilà. Alors, on va s'y retrouver là, c'est super. Une majorité à construire peut-être. Mais on est vraiment con. Alors, non, juste deux micro-trucs par rapport à ce que vous disiez. D'abord, vous avez tout à fait raison. Il y a une tension très forte à opérer dans l'espace public parisien. Je ne sais pas si c'est la même chose à Lyon, mais c'est très dur. Les vélos, tout ce qui est dans l'espace public est extrêmement dégradé très vite. Et donc, ça fait partie des difficultés des modèles économiques, notamment pour les voitures. Deuxième chose sur l'équilibre du modèle, je vous posais une question évidemment très importante. Nous sommes en discussion là sur la question notamment des bornes, des investissements sur les bornes, de l'entretien de ces bornes électriques de recharge. Moi, je souhaite, c'est pas le point aujourd'hui, c'est pas la position de l'ensemble de l'exécutif, mais en tout cas, je peux dire ce que moi je porte. Je pense que c'est à nous. Je souhaite que Paris, en tout cas que la collectivité, prenne en charge cette dimension. De façon à faciliter l'équilibre des modèles sur les différents opérateurs, parce que nous constatons les difficultés d'opération sur le territoire parisien. Mais là encore, même première question, tout l'enjeu, c'est si nous prenons cette décision, c'est qu'il faut qu'on puisse l'élargir aussi à l'ensemble des collectivités qui sont à proximité. Voilà. Bon, c'est juste pour la petite parenthèse, mais je voulais réagir par rapport à ça. Pas dans un territoire rural, mais par contre, l'histoire du modèle économique, évidemment, se pose aussi à Paris. De toute façon, ça ne vous a pas échappé. Il nous reste 2 minutes, Fabien Bagnon, une intervention, Éric Ollinger, et après on va rendre le micro et le plateau. Ah, pardon, une question au fond de la salle, monsieur. On va en prendre 2 questions, on fait vite, 30 secondes chacune. Et on... Alors je vais essayer de faire vite. Je suis un petit acteur de l'autopartage en région parisienne, sud-est.
Et en fait, j'aimerais savoir si l'importance du véhicule, est-ce que ça vous parle? Typiquement, un véhicule, pour qu'il soit vraiment intéressant à l'autopartage, il faut qu'il soit fiable. Typiquement, ce qui s'est passé avec Autolib, c'est que c'est des véhicules qui n'étaient pas fiables. C'est-à-dire qu'à force de régler les sièges se déboîtaient. Il y avait tout allait de travers sur ces véhicules. C'est pour ça que ça a été un vrai gouffre. En fait, c'est surtout ça le problème. Je pense que pour que ça marche, personnellement, il faut que l'expérience soit bonne. Je l'avais dit tout à l'heure. Et ça passe par une cohérence et ça passe par différents types de véhicules pour différents usages. Une citadine, bref. Est-ce que vous avez en tête de mettre à disposition, de mettre une fiche technique, un minimum, je ne sais pas comment dire, mais comment ça s'appelle? Des caractéristiques. Voilà, un cahier des charges, okay. Un cahier des charges minimum pour l'autopartage. Parce que mettre des véhicules qui ne tiennent pas, ça ne sert à rien, je pense. Merci. Deuxième question, est-ce qu'on a une femme de préférence? Je suis désolé, il faut un petit peu de parité quand même. Madame, en haut. Et après, on passe aux réponses rapidement. Oui. Merci. C'est une question pour Monsieur Ollinger. Aujourd'hui, quand on se sépare d'un véhicule ancien, critère, et pour acheter un véhicule électrique, on a une aide, mais pas de crédit d'autopartage, par exemple. Ça paraîtrait assez simple et ça pourrait être très intéressant, notamment pour les flottes captives, celles des collectivités ou des entreprises, pour réduire ces flottes et compenser en autopartage et créer donc des besoins d'autopartage supplémentaires. Merci. Alors Fabien Bianon pour la première question et Monsieur Ollinger pour la deuxième. Oui, très rapidement, ça a déjà été souligné, effectivement, la qualité de l'offre, du modèle de véhicule, et nous y sommes évidemment très attachés à Dion. D'ailleurs, c'est la caractéristique du service Cities LPA. On a un taux de satisfaction utilisateur de plus de 90%. Voilà, donc les usagers sont très satisfaits. Et puis après, sur la question des modèles, oui, c'est important de couvrir tous les usages. On a 5 modèles différents. Voilà, ça va jusqu'aux 9 places pour des associations qui en ont l'usage. Voilà, donc c'est important d'avoir à la fois de la qualité sur les modèles et puis une diversité de modèles qui répondent à tous les besoins. Monsieur Ollinger pour la deuxième question. Merci. Alors, pour rappeler simplement qu'il existe des aides, effectivement, et notamment, je rappelle que le fonds vert, il permet d'acheter des véhicules électriques, justement, pour l'autopartage. Oui. Et puis, par ailleurs, je voulais rappeler, effectivement, qu'on a également le forfait mobilité durable, qui peut également aider à prendre en charge un abonnement d'autopartage. Alors, par contre, on est preneur de toute bonne idée d'évolution, si possible, en préservant le budget de l'État, puisque il vous a pas échappé qu'on avait également des contraintes de ce côté-là. Merci à tous de l'avoir rappelé. Cela dit, je voulais quand même indiquer que côté État, vous l'avez compris, l'autopartage, on y croit, que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de politique nationale de l'autopartage. On est en train d'y réfléchir. On est là pour ça aujourd'hui. Et on sera en support des collectivités et à l'écoute en fait des verrous réglementaires. Donc moi, j'ai pris tout ce qui a été dit, notamment y compris sur l'aspect gouvernance. J'ai bien noté, Monsieur Nury, sur les aspects de compétences entre l'intercommunalité et la commune. C'est également des points qu'on va regarder. Merci. On entend que c'est surtout sur les infras, Karim Adeli disait qu'il fallait que l'État s'engage. Les infras sont aussi éligibles au fonds vert. Alors, intervention 2 secondes et après on rend l'antenne. Excusez-moi, j'étais très attentive. Merci pour les paroles de chacun et du très bon niveau du débat. Mais ce qui est cher, ce n'est pas l'achat de véhicules, réellement. Ce qui est cher, c'est les infrastructures, les bornes électriques. Ça, c'est quelque chose que l'État doit s'engager. C'est les impôts de chacun. Et c'est pour ça qu'il faut, dans le périmètre notamment des infrastructures, les bornes doivent être la priorité pour dégager des collectivités et faire un plan d'action concret. Sachant que derrière, dans une borne électrique, c'est de la maintenance. Donc, il faut des gens qui
soit dans la maintenance de la borne électrique. Une borne électrique, c'est minimum 2 ou 3 salariés de la maintenance. Donc là aussi, il va falloir aider les collectivités, notamment vous, monsieur le maire, qui a pris des initiatives en son nom. Vous voyez ? Et à un moment, il y a tout ça qu'il faut bousculer. Et donc, il faut faire un peu ce qu'on appelle un plan de prospective, notamment d'infrastructure, qui lie 3 choses. 1, la question des bornes électriques. 2, de la filière. 3, moi, je mettrais un plan de rétrofit, parce que le temps d'avoir des véhicules électriques, tout le monde n'aura pas de Porsche Cayenne, je suis très, très triste. Mais il y a un marché aussi du rétrofit qu'on pourrait, sur des véhicules très bon niveau, etc., à faire, et que l'État s'est engagé de le faire, c'est maintenant ou jamais. Voilà, excusez-moi, Antoine. Merci. Est-ce que je peux juste dire, je suis assez Allez-y. d'accord, mais une station avec 2 voitures, ça coûte entre 60 000 et 80 000 euros. Et le plus cher dans la station, c'est les 2 voitures. Et je le disais tout à l'heure, et la question c'était le niveau des bagnoles. Si vous voulez pas mettre des voitures, ou quand vous réglez le fauteuil, au bout de 3 fois le fauteuil casse, il faut des voitures qui coûtent un peu cher. Et donc c'est pour ça qu'on a intérêt à ce que le financement aille bien, et sur l'infra, mais également sur les véhicules eux-mêmes, et pas de basse qualité. Vous voyez ? On a justement une table ronde à 14h30 sur les conditions de succès de l'électrification de l'autopartage, que je vais animer, puisque c'est mon métier maintenant, à 14h45 dans cette salle-là, et je vous invite à y participer. Merci à nos 4 intervenants, on peut les applaudir.